Eh ben, écoute, je suis prête à y aller. Bonjour Paulette. Waouh. Mais je vais faire mon introduction. D'accord. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Monsieur Poulpe, animateur télé, acteur, scénariste, mais surtout humoriste à l'affiche de Nombril, son premier spectacle au Palais des Glaces dès le 19 janvier et aussi à l'affiche des Frères Pétou sur Studio Bagel et Canal+. On y découvre son parcours, ses années télé, ses réussites, mais aussi ses échecs. Bref, vous allez adorer. Hello Poulpe. Bonjour. Selon ta fiche Wikipédia, apparemment, on peut aussi t'appeler Poulpi. Je crois que c'est d'origine bretonne. Oui, c'est ça. Oui. Du nord de la Bretagne. Oui, du nord. Ouais. Tout au nord. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'on est sur Poulpi? Tu te sens comment aujourd'hui? T'es dans Là, quel mood? franchement, tu m'appelles comme tu veux. On peut même aller jusqu'à un poulpos. Waouh. Ouais, vraiment. Mais c'est vraiment sans toi libre. Vraiment. Ok, Bertrand. Aujourd'hui, on va raconter justement une histoire qui est en lien avec une grande chaîne de télé. Et on va surtout parler de l'importance d'écouter ses tripes. Est-ce que tu peux me raconter comment naît ce programme? Alors, on est en quelle année, tout ça? Donc, on est en année... déjà, j'ai plus l'année. Ça va, c'est pas ouf niveau détail de... Non, mais je pense que c'est du 2000... Je dirais du 2014, 2013, 2014, ouais. Un truc comme ça. Je fais le Golden Show avec Davy Maurier, qui est une chaîne YouTube de sketch. On fait un sketch show sur Internet où on reçoit des guests, des machins, trucs. Vraiment, c'est pur sketch show, quoi. Et ça marche. Et puis on commence à avoir des guests on est l'année où il y a Bref qui sort, et donc on a tous les gens de Bref, on a le Palma Show, donc le truc grossit. Et un matin, dans ma boîte mail, un mail de quelqu'un de la direction des programmes de Canal+, carrément une ligne, qui me dit « Bonjour, j'aimerais vous rencontrer ». Waouh. Et donc moi je me dis comme ça. Ouais. Et alors je me dis, mais la première question, je me dis, mais comment ils ont eu mon mail? Ouais. Donc il y a un peu un truc de CIA de l'humour, tu vois, j'ai l'impression. Et donc bref. Quand il y a qu'une phrase, tu te dis, mais limite, est-ce que c'est un faux? Ouais. Genre, Et donc du coup, je réponds, et puis en fait, on y va avec mon pote Davy. Et donc on va rencontrer cette dame dans ce bureau, et puis on passe un entretien, tout ça, et en gros elle nous dit voilà, je cherche des nouveaux programmes qui seraient en complément de programme du Grand Journal. Est-ce que vous auriez des idées, des machins, des trucs? Et donc nous on parle d'idées parce que nous on était frustrés, on avait zéro moyen et tout, ouais. Donc on se dit putain, nous on voudrait faire ça, moi mon rêve de toujours c'est faire ça et tout machin. Et elle nous dit alors moi en fait j'ai vu un truc que vous faites qui est un micro truc dans tout ce que vous faites et tout, mais ce truc-là, je pense que ça peut être un programme récurrent sur Canal et tout. Ah ouais, c'est bien renseigné, c'est voilà, charmé d'avoir quelqu'un vraiment face mater à toi. Le truc et tout, quoi. Donc du coup, nous, tout petits, des crottes de nez finalement face à un pilier de l'humour depuis des années, même vraiment des décennies sur Canal. Et donc on se dit ah ok, et donc on se dit ok, bon on va réfléchir et tout machin. On revient dans notre bureau avec mon pote et on se dit mais en gros l'idée c'était de faire une parodie de JT mais de l'internet. C'était ça le truc. Ça te plaît tout de suite? Et qu'est-ce donc que tu nous, te dis? On se dit merde, des parodies de JT, il y en a eu déjà 400. Nous on voudrait plutôt faire de la fiction, des machins, des trucs comme ça. Mais du vrai sketch et tout, des trucs un peu fantastiques, machin, enfin avec du budget, le truc très classique où tu vois t'es un petit artisan, il y a un gros groupe qui te contacte, tout de suite tu te dis je peux avoir des moyens de ouf, tu vois, je peux voilà. Et donc du coup on renvoie un mail, on dit ouais on a réfléchi, nous on aimerait plutôt vraiment faire d'autres trucs et tout, et ils nous disent non vraiment faut faire ce truc là et tout. Et donc on se dit on fait confiance quoi, on y va. Oui bien sûr, sinon c'est rien, donc ok, faisons ce truc là. C'est hyper flatteur, et je pense qu'on t'aurait dit demain tu parles dans une émission politique, t'aurais dit oui en vrai. Mais bien sûr, c'est normal. Et puis surtout tu n'en vis pas financièrement de ce travail et tout, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc où ça y est, on t'ouvre la porte quoi. Ouais. C'est Eminem qui disait you have one shot, one opportunity. Donc là je me dis avec putain, cet accent là. Exactement. Et du coup je me dis ça y est, c'est parti, faut y aller, et puis c'est pas grave, derrière
tu vois. Tu fais ton truc et puis derrière, tu sûr. pourras enchaîner, machin. Et puis stratégie. Dans ta tête, tu te dis, ça y est, I made it, comme dirait Eminem aussi. Et il a dit beaucoup de choses, Eminem. Et donc, du coup, je me dis, bon, stratégie, machin, ok, faisons ce truc-là, et puis après, peut-être que ça donnera d'autres choses et tout. Et donc, on commence, voilà, on lance le truc, on a des producteurs, des machins, trucs, il y a une grosse structure qui se met en place. Wow. On écrit, à l'écriture, on est moyen, tu vois, on est un peu fragile. On se dit bon, on trouvera des blagues supplémentaires sur le plateau. Peut-être que la magie du plateau va faire que. Et puis donc voilà, on avance, machin. On est payé pour faire ce pilote. On tourne en plateau. On a un vrai plateau avec l'émotion, avec tu vois du vrai matériel et tout pour la première fois. On tourne, je me rappelle, dans un studio où à côté il y a des grosses émissions télé qui se tournent. Donc tu te dis wow putain, je fais pipi dans les mêmes toilettes que Tex. Je suis arrivé au max, tu vois, de ma carrière. Et donc, papa, maman. Et donc du coup, voilà, on tourne ce truc et tout. Et puis Canal nous demande comment si on est content. Nous on dit ouais, ça va être super et tout. Et puis au montage, on commence à mettre bout à bout le truc. Et puis on se dit c'est pas ouf quand même. Et puis on essaye de trouver des idées au montage pour renforcer le truc. Et puis en fait, on n'y croit pas. Vous avez pas eu les vannes sur le plateau du coup, supplémentaires? En fait, on est dans cette espèce de truc où tu te sens t'as un peu le cul merdeux, tu vois. T'avances et tu te dis ça va être cool, mais t'as quand même un peu de la merde au cul. Et puis on livre ce truc-là et on n'en est pas fier. On n'en est pas fier et on se dit bon on espère, tu vois, il y a vraiment un truc d'espoir quoi. Et on livre le truc et Canal nous dit en fait ça le fait pas, c'est pas cool et en fait on avait pris quelqu'un d'autre en parallèle, on avait piloté une autre équipe quoi. Et donc du coup on va prendre les autres et tout machin. Oh mon pauvre, la déception. Et ça tu vois, je te le dis comme ça, mais nous on l'a eu avec beaucoup moins de mots. Tu vois, c'est qu'on a compris après qu'ils avaient senti le truc, ils avaient testé d'autres gens et tout. Tu vois, donc nous on a vraiment une réponse très laconique de non ça le fait pas, ciao quoi. Wow. Et puis moi après j'entends quelques semaines plus tard. J'entends dire que en fait ils ont vraiment pas du tout kiffé ce qu'on a donné et qu'en fait plus jamais on travaillera avec Canal+. Putain. Et là je me dis ah ouais putain, ok, donc en fait là vraiment je suis blacklisté de ouf et tout. Qu'est-ce que tu te dis avec ton associé sur le coup? En fait moi c'est un moment de ma vie où j'avais plusieurs trucs à côté, j'avais un groupe de musique, machin tout ça. Et quand on me dit ça y est, il y a Canal qui te demande un pilote, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, je me dis c'est enfin ma putain de vraie passion, mon rêve d'enfant, c'était d'avoir une émission sur Canal+. Donc j'ai tout lâché, j'ai fait ce truc-là, je suis allé dedans même si j'y croyais pas trop et tout. Et à ce moment-là, je suis évidemment très triste, je suis hyper déçu. Pas des autres, en fait, je suis pas déçu de Canal+, parce que eux, en fait, ils ont fait leur taf, tu vois, de chercher un programme, tu vois, ils ont trouvé des gens qui avaient l'air marrants, ils ont mis un budget. Moi, je suis déçu de moi, tu vois. Je suis déçu de moi, je suis dans ce truc de me dire, mais en fait, déjà, j'ai pas été assez bon, et deux, j'ai fait un truc dont je suis pas fier et je l'ai envoyé à des gens que je respecte de ouf. J'imagine la pression qu'on se met quand c'est son rêve depuis gosse d'aller sur cette chaîne-là. Ouais. Et qu'on doit enfin faire ce truc-là, tu vois, ce pilote, mais la pression que tu te mets, évidemment que t'es pas à ton top du top. Pas du tout. Et donc du coup, je me dis la vie continue et c'est pas grave. C'est pas grave, je retourne en mode mercenaire et puis je vais aller bosser pour plein de gens différents dans tous les sens. Et tu reprends ton groupe, qu'est-ce que tu dis aux gens autour de toi? Je me suis recentré, j'ai profité de ce moment-là pour me recentrer sur la fiction et tout, et j'ai essayé d'avancer et de faire ce qui a toujours été mon plan en fait moi depuis le début, c'est que moi je suis pas né à Paris, je connaissais personne et tout, j'avais pas de réseau, c'est que moi mon plan ça a été de faire mes trucs. Et puis que les gens viennent à moi en me disant j'aime bien ton travail, viens on fait tel truc, tu vois. T'as eu du courage et de la persévérance. Mais parce que t'as pas le choix, tu vois. Et donc du coup je me suis dit on repart à l'ancienne quoi. Et donc par contre je me suis dit, j'ai appris un truc à ce moment-là, je me suis dit en fait il faut jamais accepter ou faire des trucs qui te rendent pas fier. Parce que en fait quand tu délivres un truc dont t'es fier et que ça se vautre, t'es déçu, tu vois.
quand tu livres un truc dont t'es pas fier et qui se vautre, t'es déçu 2 fois. C'est beaucoup trop de déception pour un être humain. Franchement. T'es d'accord avec ça? Je peux que valider. Ça t'a poussé à bosser 2 fois plus après. Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que dans ce métier artistique, mais je pense que c'est dans tous les autres métiers, je pense que c'est important d'être droit dans tes bottes, en fait. Et le soir, quand tu rentres, moi, mon métier, je fais des blagues, mais ça reste un métier, tu vois, c'est quand même chiant à faire, quoi. Et le soir, quand tu vas te coucher, ou le matin, quand tu te lèves, faut quand même que tu sois un peu content de faire ton taf, tu vois. Si tu fais un truc dont t'es pas fier, c'est vraiment dur, quoi. Donc je me suis dit, ok, il faut maintenant, à partir de ce jour-là, il faut que je fasse des trucs où vraiment je vais être fier de moi, quoi. Oui, et puis c'est terrible parce que il y a une sorte de petite humiliation de se dire putain, voilà ce qu'ils vont retenir de moi chez Canal, alors que c'était mes idoles. C'était le cas, tu vois, c'était le cas. Et donc le temps passe et je lâche pas et je continue à faire des vidéos. Et puis je me fais repérer. Donc Studio Bagel se crée et Studio Bagel donc contacte mon pote Davy et moi, nous contacte pour être directeur d'écriture sur Studio Bagel, où en gros Studio Bagel c'était que des gens qui faisaient des face cam dans leur chambre, tu vois, et là d'un coup ils basculaient en mode fiction et tout, donc du coup il fallait une écriture de fiction, et comme on était à l'époque les seuls à faire ça, tu vois, on faisait des sketchs d'humour de fiction. Donc François Descraques, Davy Mourier et moi, on faisait à nous 3 ce truc qui s'appelait le Golden Show. Du coup, on a été amenés dans le Studio Bagel. Davy, lui, s'est barré très vite du Studio Bagel, il aimait pas trop le truc. Moi, j'y suis resté parce que je trouvais ça cool de bosser avec d'autres gens. J'avais envie de bosser avec des nouvelles têtes et des nouvelles écritures et tout. Et donc, je suis resté là-dedans. J'ai bossé au Bagel pendant 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à ce que Canal+ achète le Studio Bagel. Oups. Donc moi, tout de suite, je dis à mon producteur, faut que je te dise un truc. Tu vas rigoler. En fait, il y a quelques années, j'ai fait un pilote et bon, ils ont pas trop aimé mon travail et je me suis fait tège, quoi. Apparemment, à la cantine, il y a ma photo derrière le comptoir en mode, avec une croix. Voilà. Donc moi, je la joue un peu, tu vois, me fais très discrète dans toute cette histoire de Canal+ en me disant ouh. Donc j'avance et moi par contre je m'amuse à faire tous ces sketchs, ces machins, ces trucs avec tous ces gens. Ah déjà l'ironie elle est jouissive, moi je trouve. Et arrive donc la première demande de Canal+, c'est qu'on fasse un programme pour le dézapping, pour le Before, et ça s'appelait le dézapping. C'était une parodie du zapping. Okay. Et donc moi je me retrouve tellement drôle. Alors ça pour le coup. Je me retrouve directeur d'écriture de ça. Donc la première saison, c'était vraiment quasiment c'était moi qui drivais vraiment tout le truc. Ça t'a plu ? Saison. Ouais, j'adorais, mais en même temps, quand tu revois maintenant le truc, c'est chaque sketch est problématique. Ah ouais ? C'est un enfer sur terre. Ah putain. Vraiment, quand tu vois le dézapping, tu te dis l'humour a très vite mal vieilli. Ah ouais, ok. Mais en même temps, en fait, on était dans un truc industriel, c'est que on devait sortir 6 sketchs par jour. Oh la vache. Tu vois, donc en fait en écriture, je fais pas autant de vannes par jour moi. En écriture en fait tout passait, tu vois, tout passait et tout. Et moi en fait ça me faisait rire. C'est mon côté mauvais élève, mais ça me faisait rire d'amener de la noirceur là-dedans, tu vois. Donc du coup il y a beaucoup de trucs qui sont un peu dark et tout, tu vois. Il y a beaucoup d'humour un peu macabre et tout, tu vois, beaucoup de morts, de machin. Tout. Et j'aime bien le trigger warning que t'es en train de nous faire. Non, mais en vrai, c'est intéressant. En fait, évidemment que moi, là, il y a 80% des sketchs, je les regarde maintenant, je fais, ah ouais, non, c'est pas là possible, où tu te dis, c'est beau comme l'humain évolue et sa capacité à s'améliorer. Et tant mieux, hein, en vrai, tant mieux. Et surtout, tant mieux si les gens évoluent, mais moi, je me dis, tant mieux si moi j'évolue et que je trouve ça pas. Mais en tout cas, tu te dis, ah ouais, putain, c'était diffusé tous les soirs. Et donc, bref, ce truc-là vit. Et moi, je joue dedans, tu vois, je fais 2-3 sketchs dedans, des espèces de séries récurrentes et tout. Et je fais la parodie d'un JT. Je fais la parodie de BFM dans ce truc. Et je me disais, en fait, c'est une espèce de, c'est pas une revanche, mais je me suis dit, c'est marrant que moi je fasse une parodie de JT sur la chaîne qui m'a pas pris pour faire une parodie de JT. Ah non mais c'est jouissif même. Et donc du coup je fais ce truc là et en fait on fait notre truc dans notre coin et en fait c'était dans une émission avant le Grand Journal, c'était une toute petite rubrique qui durait 1 minute 30, je me disais je suis une fourmi dans tout ce bordel, tu vois, et
Attends, et je me disais, ils savent même pas que je suis là-dedans. Devait être démente parce que juste avant le Grand Journal. Ouais, c'était pas ouf non plus. Ok. C'était des bonnes audiences, mais c'était pas le tsunami qui était le Grand Journal derrière, tu vois. Et donc du coup, je fais ça pendant 6-7 mois. Et à un moment, le Grand Journal, en fait, ils ont besoin d'une rubrique d'humour. Et là, il y a donc là, il y a un des auteurs qui dit, bah regardez, dans le dézapping, il y a une parodie de BFM, machin, avec Poulpe et Alison Wheeler. Et donc du coup, ils se disent, ah ok, cool, machin. Donc les producteurs du Grand Journal, Guillaume Lacroix et Renaud Levanquim, voient ce truc. Ils se disent, ah c'est hyper marrant, faudrait qu'on le teste et tout machin. Et donc on m'appelle, on me dit voilà, il faudrait que tu passes un casting, mais une espèce d'essai, tu vois, dans les bureaux de la prod du Grand Journal et tout. Donc moi j'y vais, je fais pas trop le malin, tu vois. Et j'y vais, et là il y a... Tu te mets une fausse moustache, tu te mets une perruque. En fait le truc c'est que je me rends compte que en fait t'as des gens, des chasseurs de tête de Canal, de producteurs, de Grand Journal, machin, qui sont là. Et en fait, eux, on leur avait juste dit, il y a une parodie pas mal de BFM, tu vois. Mais ils savaient pas que c'était moi. Ou alors ils ont dû voir Poulpe, mais ils savaient pas qui était Poulpe, tu vois. Et là, j'arrive dans le bureau et je vois leur œil qui change. Ah ouais. Et qui se disent, mais ce gars, on l'a vu déjà. Tu vois. C'est tellement drôle. Et donc là, je me dis, ah putain. Ah merde. Et donc je passe ce truc-là et en fait, je le fais avec... je fais cet essai filmé et en fait, je m'amuse. Et je me dis, de toute façon, c'est mort. Parce qu'ils vont me reconnaître, ils vont se dire c'est le gars à qui on a donné de la maille et qui a fait un truc nul. C'est ça la différence entre les deux. Déjà, tu t'amuses cette fois-ci. En fait, je choisis, mais c'est la force du désespoir, hein, je pense. Tu vois. Ouais, la fameuse. Et donc, du coup, je m'amuse, je le fais. Et en fait, il y a Renaud Levanquim qui vient à la fin et qui me serre la main. Mais c'est un serrage de main un peu, tu sais, où on se tape dans la main un peu, tu vois. Ok. Il te broie un peu la main? Non, il y a un truc un peu de... C'est comme à la fin d'un film des années 80 où on se tape dans la main, on se serre la main et on part ensemble en moto. Est-ce que c'est le padré à la fin du match de baseball avec un autre? Exactement. C'est exactement genre on ça. est des bonhommes donc on montre pas trop mais il y a l'émotion. Mais il y a de la validation dans le serrage de main, tu vois. Okay. Et donc il me fait un truc comme ça, tu vois, il y a un truc un peu genre et je me dis OK, cool. Je sais pas ce que ça veut dire si je suis pris ou pas, mais je sens en tout cas en oubliant tout le business, je sens que humainement ce gars-là me dit, mec, t'étais cool. Et déjà là, je me dis, et je sens, en fait, c'est très bizarre, mais je sens une espèce de poids que j'avais sur les épaules depuis des années, c'est ouf. qui se casse. Et en fait, je m'en suis rendu compte ce soir-là quand j'ai fait ces essais. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais, depuis cette histoire de tournage de pilote foiré, j'avais un truc sur ma gueule, quoi. Peut-être même une culpabilité aussi. Ouais, complètement. Qu'on t'ait donné de l'argent, des moyens pour... Non, mais complètement. Il y a de la culpabilité. Il y avait un truc de, en fait, je suis un peu nul. En fait, j'y arriverai pas vraiment, jamais, dans ce milieu et tout. Et donc, en fait, cette validation de ce mec, m'a vraiment fait du bien de ouf, quoi. C'est dingue comme ça peut tout changer, un regard sur soi d'un côté négatif ou de l'autre positif. Complètement. Et du coup, après, j'étais pris au Grand Journal, je me suis retrouvé à faire la parodie d'un JT. Et oui. C'était la parodie d'un JT où il y avait beaucoup de blagues politiques. Moi, je m'intéresse pas du tout à la politique. Donc en fait, je me suis retrouvé au Grand Journal où je faisais des blagues que je ne comprenais pas. Donc très dur à gérer. Ah ouais. Je me suis dit, putain, je suis pas à ma place. Syndrome de l'imposteur de ouf et tout. Très compliqué. T'étais avec Alison déjà? Non, là, à ce moment-là, j'étais avec Vanessa Guide. Et ça s'appelait Le Rappel des titres. Et on l'a fait pendant 5-6 mois. Et après, avec Alison, on a pris la météo. En plus, c'est une histoire de fou, cette météo. Enfin, c'est... Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, la Miss Météo avait été castée. Et en fait, elle le vivait hyper mal. Elle aussi, syndrome de l'imposture et tout. Et donc, du coup, elle est restée genre une semaine et demie. Elle est partie. Et donc, comme moi, j'étais là à ce moment-là,
Alison aussi et tout, tac, on a fait la météo. Et là, je me suis senti à ma place. Ah ouais. Je me suis senti hyper bien avec Alison et donc Greg, notre co-auteur. On avait vraiment un trio d'écriture qui était vraiment génial. Et donc, on s'est amusé vraiment de ouf. Et là, vraiment, je me suis senti à ma place et je me sentais trop bien. C'est le moment aussi où j'ai rencontré Antoine Decaune, où notre amitié est née aussi dans ce moment-là. Et donc, et je me suis dit, ok, ça y est, enfin, j'y suis, tu vois. Mais ça a été moi, je le vois comme Gladiator, le film, où t'as un super général qui finit esclave, puis qui devient gladiateur, puis qui redevient héros du peuple, machin. Et en fait, il y a un parcours comme ça en dents de scie de ouf. Et moi, je le vois comme ça. Et le seul truc que j'arrive à analyser dans tout ça, c'est ce truc de se faire confiance et de pas, quand les autres te disent non mais tu serais mieux dans tel truc ou tel truc machin, si t'es pas d'accord, en fait il faut pas y aller. Ah, c'est dingue ça. En fait il faut pas y aller parce que au final, évidemment, tu te sabotes toi-même. Ouais, en et fait. puis évidemment que t'as des gens qui vont te faire évoluer, t'as des rencontres dans n'importe quelle carrière professionnelle, t'as des rencontres qui vont te changer. Mais globalement, il faut quand même t'écouter. Et quand tu sais que tu fais un peu de la merde, bah en fait tu fais un peu de la merde. Quand même. Comme dirait Kian Kojandi, si ça sent la merde, si ça ressemble à de la merde, c'est potentiellement de la merde. C'est vrai. Et dans une carrière, c'est hyper important de s'écouter, quoi. Et il y a un autre truc que je vois, c'est que ton humour était déjà là, ton talent était déjà là, mais on t'a mis face à un truc qui était un peu écrasant pour un jeune dans ce milieu-là qui a d'énormes ambitions. Je pense que moi je me mets à ta place, ça aurait été trop de pression sur mes épaules. Et ce nom, en fait, il t'a permis de faire un pas de côté, de taffer au sein d'une rédac, des directeurs des programmes. C'est passionnant, t'as dû énormément apprendre durant ces années-là. Mais il y a aussi ce truc où, tu sais, il y a être prêt ou pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais pas prêt. En fait, à ce moment-là, j'étais pas prêt. Et c'est très compliqué de savoir quand est-ce que tu l'es ou pas. Il y a une pub qui m'avait marqué parce que c'était une pub télé. Et c'était au moment où je vivais tous ces trucs-là. Et c'était une pub télé, je crois que c'était pour une banque. Une banque ou pour des crédits professionnels. Et t'avais la pub où tu voyais, c'était des petits artisans qui fabriquaient des santons, je dis n'importe quoi. Et là, il y a quelqu'un qui dit, on a besoin de 200 000 santons pendant un mois. Vous pouvez le faire? Et là, tu vois les deux artisans qui se regardent, silence, et ils font, oui. Et après, t'as la voix off qui fait, la banque, machin, vous êtes dans vos projets. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le petit artisan. Du burn-out au bout du 50e. Non, mais en fait, il y a ce truc où tu vois, t'es artisan. Et il y a un moment, on te propose une grosse opportunité. Et est-ce que t'es prêt ou est-ce que t'es pas prêt, tu vois? Et je pense que j'étais tout simplement pas prêt à ce moment-là. Je pense qu'il faut aussi laisser, faut accepter de laisser maturer les choses aussi, tu vois. Ah ouais, tellement. Et ça, c'est dur parce que t'as de l'ambition, t'as envie que ce soit de l'argent, du machin, des rencontres, peu importe, tu vois, mais dans ton ambition, il faut savoir aussi mettre un petit peu d'eau dans ton vin. C'est clair. Et être armé pour y aller. Et moi, je sais qu'il y a plein de fois où je suis pas armé et j'y vais quand même. Et c'est une connerie. Heureusement, maintenant, tu vois, j'arrive à m'entourer et tout, donc je limite, tu vois, la casse. Mais il y a encore des fois où, tu vois, ou même, tu vois, pour des histoires de thunes, de machin, truc, j'accepte. Encore maintenant. J'accepte des projets. Mais je sais que j'ai un petit peu de merde au cul quand je le fais, tu vois. Et je me trahis un petit peu en faisant des trucs. Donc c'est hyper dur de réussir à... Ouais, c'est compliqué de bien doser entre fake it until you make it. Moi, je suis très partisane de ça parce que j'ai tellement tout le temps la trouille que si je fais pas ça, je ne fais rien, tu vois. Et à la fois, c'est le meilleur moyen aussi de se choper le syndrome de l'imposteur en sautant 3 marches d'une échelle. Toi, t'es monté petit à petit, tu t'es façonné, tu t'es fait un socle un peu plus solide qui t'a permis d'être bon quand on t'a revu, d'avoir grandi dans ton jeu, dans ta confiance en toi, etc., etc. Mais comment tu vois, c'est hyper dur de d'oser ce truc-là. Me demande pas, je sais pas. Ouais, mais en fait, tu vois, je me demande si ça existe, tu vois, ce truc, parce que c'est quand même... Moi, je trouve juste dans ton histoire que la vie, elle est vraiment bien faite, elle a de l'humour. Ouais. Tu vois? Bah, c'est très ironique quand même. C'est très schizo et très ironique, mais
Je sais pas, je pense qu'il y a un truc aussi, tu vois, de savoir ménager la chèvre et le chou. Ok, c'est-à-dire. Non, mais de savoir à quel moment tu donnes le chou à la chèvre. Ouais. Je suis assez limité dans cette image que je viens de Je connais pas fabriquer. Mais en gros, tu vois, ménager la chèvre et le chou, c'est est-ce que tu donnes du chou à la chèvre, mais est-ce que tu en donnes pas trop pour ça se trouve elle va s'étouffer. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Je comprends toujours pas. En fait, tu vois, le chou, finalement, c'est par rapport à la chèvre, c'est tout ce qui est toute l'infrastructure. Tu regrettes cette. Ménager la chèvre et le chou. C'est hyper logique dans ma tête, mais quand je l'explique, alors, ça attends. pue. C'est donc le chou représente En fait, t'as quoi la chèvre qui a faim et t'as le chou qui peut répondre à toutes les demandes de la chèvre. Okay. Mais si tu donnes tout le chou tout de suite, la chèvre, elle sait pas comment gérer. Ouais. Est-ce que tu veux que je le réexplique? Non, là, en tout cas, je commence à comprendre aussi ce que je viens de dire. Ouais. C'est une bonne association, ça fonctionne. Mais il y a ce truc tu vois, faut réussir à. Moi, il y a une phrase souvent il y a des mecs qui commencent la vidéo qui me demandent, des conseils, des machins, des trucs. Je dis, mec, vu ma carrière, t'as pas envie d'avoir mes conseils parce que ma carrière c'est un peu Mad Max, quoi. Mais quand même, je pense que au début, en fait, il faut vraiment pas réfléchir et faire les choses. Et en fait, en faisant ça, tu comprends là où t'es bon, là où tu l'es pas et tout. Et après, quand tu progresses, en fait, il faut d'abord réfléchir et faire après, tu vois. Ok. Et je pense que moi, il y a des fois où j'aurais dû moins réfléchir et faire les choses et me faire confiance et faire preuve d'instinct, tu vois, et t'écouter et tout. Mais il y a des fois où j'aurais dû beaucoup plus réfléchir avant de faire les trucs. Stratégie pour angler ta carrière. Ouais, et c'est cet équilibre-là qui est hyper dur à trouver, quoi. Ouais, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. Au départ, il y a dans le podcast, on me pose aussi beaucoup de questions et je reçois les questions de gens qui ont déjà fait un super logo, qui ont déjà préparé 5 épisodes d'avance et qui sont encore dans la réflexion de la stratégie, mais qui n'ont pas encore osé leur podcast parce que ça devient écrasant, en fait, quand on est tout de suite dans l'analyse des choses sans même avoir fait réellement. Rien ne peut se prévoir. Je pense qu'au départ, il faut faire. En fait, c'est plus simple et plus rassurant de pas faire et de se plaindre de ce qui pourrait arriver si tu te merdes que de prendre le risque de faire. Et en fait, je pense que le monde se divise en deux dans le milieu artistique. C'est les gens qui font et qui se posent des questions plus tard. Et les gens qui osent pas et qui vont pas et qui restent frustrés. Et moi, je pense sincèrement que tout le monde est artiste. Tout le monde. Parce qu'en fait, à la base, à l'école, on fait tous des putains de dessins. On fait tous de la musique de merde. Et on fait tous du théâtre nul, tu vois. Tout le monde. En fait, c'est juste, il y a un moment, faut te lancer dans le truc en oubliant tous les risques et tous les périls et tout, et tant pis si tu te ramasses, mais au moins tu l'auras fait, quoi. Ouais, et puis quand on regarde et qu'on écoute les épisodes de la leçon, on se rend bien compte que tout le monde a 4 courts-métrages ratés dans les papiers qui n'ont pas abouti, jusqu'au 5e qui s'est monté parce que les 4 d'avant avaient été imaginés, co-créés, les rencontres avaient été faites autour de ça. Il y a un moment, je me rends compte aussi de la persévérance que ça demande et se prendre des noms. Tu vois, t'aurais pu te dire, Canal a raison, je suis vraiment une grosse merde et c'est vrai qu'il faut que j'arrête tout, quoi. Mais j'aurais dû, moi je le sais maintenant, si c'était à refaire, c'est moi qui aurais dû dire non. En fait, j'aurais dû dire, les amis, là tout de suite, je le sens pas, je suis pas prêt, venez, on se tape dans la main et on se revoit dans 2 ans. Mais je sais pas ce qui se serait passé si j'avais fait ça. Ça se trouve, il serait dit, mais il est con celui-là pour qui il se prend, plus jamais on le verra. Enfin, tu vois. Et puis on le saura jamais. Voilà. Et puis, mais des fois, je pense qu'il faut savoir dire, attends, je suis pas prêt. Et au contraire, des fois, il faut se mettre en risque et y aller. C'est hyper compliqué à doser. C'est donc une question d'instinct. Ça revient à ce que tu disais. Ouais. C'est ça. C'est que toi, là, il y avait un truc où t'étais pas totalement aligné avec, et à la fois, on te donne cette opportunité de rêve. Moi aussi j'aurais dit comme toi, je te rassure, j'aurais fait c'est une idée géniale, et puis j'aurais paniqué après en rentrant chez moi en me disant maintenant faut faire un truc. Puis aussi tu vois, t'as ce truc de t'as pas les codes du métier, t'as pas toutes les compétences et tout, mais en vrai si maintenant on me dit viens tu fais un truc demain machin,
bah tu te structures, Ouais. tu t'entoures, tu machin tout truc. Et en fait, ça prend 2 secondes. Et ça, c'est Napoléon qui disait l'intendance suivra. Waouh. Et c'est vrai. Et en fait, faut juste se concentrer sur le petit truc qui toi te fait kiffer, et tout le reste c'est du détail en fait. Mais ça, quand tu commences une carrière et tout, tu le sais pas. Ouais, je pense qu'au départ, faut tenter plein de trucs et se dire, ah là, ça me plaît. Ouais. Et souvent, le plaisir t'aide à être hyper bon et à être très focus. Mais je pense que l'échec te permet de prendre de la hauteur aussi. Et quand tu te vautres comme ça, en fait, après tu prends de la hauteur, tu as un peu une meilleure vision de l'ensemble, et tu peux mieux capter là où sont tes points faibles, tes points forts et tout, et te staffer en fonction, quoi. Je pense. Comment tu réagirais aujourd'hui avec ce que tu as appris maintenant ta carrière si la même chose se produisait? Tu crées un pilote et au final ça le fait pas. Comment tu penses que tu réagirais? Alors en oubliant ce que c'est, tout ça machin, et que... Non, avec ce que tu as appris justement aujourd'hui. Bah si je fais un pilote et que pardon, mais pour moi c'est un peu, en fait les gens sont obligés d'accepter mon pilote tellement je suis bon. Wow. Donc je vois pas du tout en fait ce que tu... Tu citais Napoléon, tu es d'origine corse. Je vois pas. Je pense que si c'est je de la fais science-fiction totale, mais ouais, là, j'arrive pas essaye du tout à me projeter en fait, faire un truc nul. Essaye de trouver en toi. Moi, on parle bien de moi là. Non, mais je pense que si je fais un pilote qui marche pas, je le vis hyper mal. Je vais prendre énormément de THC pour oublier la vie et écrire des trucs qui ont aucun sens, mais juste écrire des choses. En fait, me reconnecter à ce que j'aime faire. Okay. Et dans mon coin, c'est vraiment un truc de revenir dans ta chambre, quoi. Tu vois, dans ton cocon, quoi. Et je pense que... Ce pourquoi t'as commencé en ouais, gros. En fait, je pense qu'il faut revenir. En fait, il y a un truc de penser ses plaies, hein, parce que c'est violent, en vrai, mais tu vois, de fabriquer un truc et on te dit non, c'est pas bien. Et donc après... oui, parce que tu l'as pris comme je ne suis pas bien. Évidemment. Et après, je pense que je retournerai à la guerre, ce que j'ai toujours fait, tu vois, mais... moi, je pars du principe que dans le milieu artistique, quand tu crées un truc, t'es pas obligé de créer que dans un seul et même média ou une seule et même plateforme d'expression, tu vois. Donc en fait, tu peux faire du podcast, tu peux faire des romans, des BD, des films, des séries, des chansons, voilà. Et moi, je fonctionne toujours comme ça, c'est que quand je me dis j'ai assez fait tel truc, je vais faire un truc ailleurs, mais aussi quand je fais un truc pas bien, à tel endroit, je vais faire un nouveau truc, mais dans un autre truc, tu vois, dans un autre format. Et donc, je pense c'est un bon conseil, ça, je pense, pour reprendre confiance il aussi. faut, c'est hyper important. Et surtout, faut se dire, en fait, faut pas réfléchir en podcast, qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que je veux faire. Est-ce que c'est mieux en podcast? Est-ce que c'est mieux en BD? Est-ce que c'est mieux en machin? Et, enfin, ce dont tu veux parler, quoi, tu vois. Et après, je pense que moi, je l'ai vécu il y a un peu après le Covid. On est venu me demander de fabriquer un truc pour un diffuseur dont je ne dirai pas le nom. Et on a avancé. Et à un moment, on m'a dit non, mais en fait non. Pas le budget, pas... Et moi, j'avais beaucoup avancé. C'était juste des dossiers, tu vois. On n'avait rien tourné et tout, mais c'était juste des dossiers. On m'a dit non, bah non. J'ai été évidemment hyper vexé de me dire putain, tout ce temps, toute cette énergie pour rien et tout. Ouais. Mais en même temps, je me suis dit bon, bah nique sa mère, c'est pas grave. En fait, je rebondirai. Il y a un moment, il faut se faire confiance. Tu vois, il y a un moment aussi, t'es pas là pour rien, quoi. Tu fais pas ce métier-là pour rien. Et peu importe le métier, en fait. Après, c'est juste, tu peux le faire différemment, quoi. J'ai envie de terminer en te demandant, du coup, c'est quoi ton prochain rêve? C'est hyper compliqué, t'as vu mon spectacle. Moi, mon rêve d'enfant, c'était animer ma propre émission sur Canal. Je l'ai fait il y a longtemps maintenant. Je suis assez perdu dans ce truc de j'ai atteint mon rêve d'enfant, maintenant quel est le truc au-dessus de tous les autres trucs, tu vois. J'ai évidemment plein d'envies. Là en ce moment, je suis dans la fiction. C'est que je viens donc de sortir ma série Les Frères Pétou. J'étais hyper content de refaire le comédien, ce qui est un truc que j'avais pas fait depuis des années. Je faisais l'animateur télé depuis 4-5 ans. Donc là ça m'a vraiment amusé d'être comédien.
En même temps, je fais de la scène. Je m'amuse énormément à faire ça. Je pense que je vais continuer un peu la fiction là. Et je pense que je vais peut-être réessayer un coup une émission pour vraiment finir ce que j'ai commencé, parce que je suis pas allé au bout de ce que je voulais faire. Et après, je pense que parce que ça c'est en train de macérer depuis 1 an ou 2, mais je pense que je vais revenir à la chanson. Ah, trop cool. Ok. Bon, bah je ressortirai cet épisode. Pour quand je ferai de la salsa. Exactement. Et je serai là, haha. Il l'avait dit. On l'avait prédit. J'ai cru que je marchais sur une roulée, mais en fait, c'est un jouet à ton chien. Nonos, oui. Voilà. C'était le mot de la fin, du coup. Hein. Merci beaucoup. Poulpos, du coup, c'est ça? Ok. Parce que maintenant, ça y est, je crois qu'on a créé un lien, je peux me le permettre. D'accord. C'est toi qui me l'avais dit, hein. Oui, bien sûr. On est toujours d'accord avec ça. Je me demandais si les gens, par rapport à l'échec, il y avait beaucoup de gens qui t'avaient fait des jeux de mots relous ou pas? Sur ma vie? Non, l'échec genre sans provision, l'échec en bois, tout ça, machin. T'as fait tous ces trucs-là? T'es le premier. C'est vrai? L'échec sans provision. Oui, c'est con, j'aurais dû prévoir des trucs relous. J'aurais dû dire, mais t'as fait des provisions? T'aurais pas compris. Après, j'aurais dit, bah oui, l'échec sans provision. Tu sais, tout un truc un peu lourd où l'épisode, il est tout chrétien, quoi. Ouais. Je suis en train de reconsidérer ma vie. En revanche, il y a beaucoup, j'ai sorti un livre qui s'appelle Fiasco et là, je me suis évidemment, comme le rappeur. J'ai tendu un... Fianso. Ouais, ça marche pas. Fianso. Wow. Ça marche pas, ouais. T'aurais pu être dedans, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.